On est prêt, hein? Ouais. Bonjour à tous. Quelles sont mes feuilles, moi? Et merci. Qu'est-ce que tu cherches? J'avais des feuilles. Bonjour à tous et merci d'être de retour pour cette matinée. Donc il y aura tout à l'heure un temps de pause où vous pourrez continuer les conversations que vous êtes en train de mener en ce moment. Et donc on va reprendre. Et donc ce matin, nous avons 3 temps dans le programme. Donc tout d'abord, une présentation sur la gouvernance des données, et donc notamment le partage des données et la science ouverte. Donc avec une présentation à 2 voix de Célim Loafi et Sophie Fortuneau qui se présenteront. Ensuite, on part en atelier. Il y aura 3 ateliers qui sont organisés ce matin. Et en fin de matinée, je ferai une petite présentation du projet Compare et ensuite une petite intervention de collègues sur un des éléments du projet. Voilà. Donc, nous allons débuter. Je pense que c'est retransmis sur YouTube encore une fois. Et donc, je vais laisser la parole à Célim et Sophie pour parler de sciences ouvertes, partage des données. Et on a pensé que les dispositifs en partenariat étaient un contexte d'école, en tout cas vraiment intéressant, pour discuter de ces questions, puisque de toute façon, on va le voir avec Célim et Sophie, ça va être incontournable. Il va falloir que chacun, on soit alerte, vigilant sur ces questions de partage de données, qu'on soit au courant de, voilà, en tout cas des bonnes pratiques, évidemment de tous les intérêts qu'on a à ce que les données soient partagées, mais aussi des risques et des limites. Et vu la configuration des dispositifs en partenariat, consortium multipartenaires, dans différentes régions, différentes organisations sociales, ça paraît assez important et prégnant d'avoir, en tout cas de se pencher sur ces questions-là au sein des dispositifs en partenariat. Donc je laisse la parole à Célim et Sophie. Merci Tanguy. On va faire une présentation à 2 voix et je vais surtout me focaliser sur l'introduction et la mise en contexte et puis je laisserai Sophie vous présenter une diversité d'initiatives qui peuvent servir de source d'inspiration pour réfléchir à ces questions de gouvernance des données. Donc la question de la gouvernance des données pose des questions vraiment spécifiques dans une organisation comme le CIRAD où on met autant l'accent sur le partenariat. On a à la fois des injonctions qui viennent des questions de sciences ouvertes, qui ont été beaucoup impulsées pour des questions d'interopérabilité, de reproductibilité, donc de qualité de la science, et qui viennent plutôt, on va dire, au départ, qui ont été impulsées dans un contexte OCDE. On a des injonctions sur les questions de respect de la vie privée, pour ce qui concerne les données sur des sujets humains, ou de confidentialité lorsqu'il s'agit de logiques d'innovation commercialisable ou même pour des logiques de valorisation scientifique. Et peut-être de manière encore plus importante pour nous, des logiques d'équité qui nous imposent de mieux prendre en compte les différentes formes d'exclusion potentielles dans un contexte justement de collaboration entre acteurs hétérogènes. Et c'est précisément là-dessus qu'on souhaiterait mettre l'accent sur ces tensions entre ces injonctions un peu contradictoires entre ouverture, innovation et équité, sachant que la crise du Covid a quand même exacerbé fortement ces tensions-là. Comme vous le savez, on s'est tous retrouvés, et c'est quelque chose d'assez inédit à l'échelle du globe, dans la même situation, dans le même bateau, dans ce sentiment d'avoir à faire face à un problème et un défi global. Et justement, du coup, l'argument de l'ouverture, qu'il fallait absolument partager les données, notamment sur les séquences du virus, battait son plein.
alors même que lorsque l'on mettait en place des modalités de collaboration, dans une logique plutôt d'innovation, certaines formes de verrouillage, on va dire assez classiques, se mettaient en place, verrouillages qui sont allés jusqu'à ne pas remettre en cause les droits de propriété sur les vaccins, comme vous savez, et qui ont donc exacerbé encore plus ces problèmes d'équité dans le partenariat et dans la collaboration à l'échelle internationale pour résoudre les défis globaux. Et donc c'est important, il me semble, encore une fois, pour nous, et particulièrement dans le contexte des DP, de sortir de la logique un peu soit technique, soit administrative, avec laquelle est pensée la question de la gouvernance des données, pour réfléchir cette question des données dans un contexte justement collaboratif, où la donnée, finalement, c'est qu'une des modalités, enfin, c'est une des currencies, des monnaies d'échange, voilà, de ressources qui sont mutualisées parmi d'autres. Et voilà, elles sont encapsulées dans un contexte beaucoup plus large. Et c'est vraiment là-dessus que je voulais insister pour cette introduction. Et peut-être rappeler aussi quelque chose, enfin, parce que ce mot gouvernance est un peu un mot valise, qui a différents niveaux d'acceptation. Et il me semble que c'est important de revenir à la définition, enfin, en tout cas, une définition, qui est, ce sont la manière dont se coordonnent des acteurs hétérogènes dans la poursuite d'objectifs communs. Et donc, avec cette définition, elle implique, on voit bien, le besoin d'établir des règles collectives, et c'est ça qui est très important, entre acteurs. Donc c'est un triptyque entre des acteurs hétérogènes, des ressources mutualisées et des règles collectives élaborées par ces acteurs pour gérer ces ressources en fonction d'objectifs communs. Et justement, ce qui est important, pour aller même un cran plus loin, c'est cette question d'objectifs communs, puisque on peut soit partir d'objectifs qui nous sont donnés, soit également réfléchir aux règles d'élaboration de ces objectifs communs. Et je pense que c'est ça qui différencie vraiment la question de la gouvernance de ce avec quoi souvent on la confond, qui est soit à l'échelle au-dessus les réglementations, les politiques, soit à l'échelle en dessous, et ça on fait très souvent cette confusion, avec une logique de gestion, où là on ne remet pas en cause, où il s'agit juste de se diviser les tâches et les responsabilités par rapport à des objectifs plus ou moins élaborés en commun. Et c'est un peu comme ça, d'ailleurs, qu'on fonctionne dans la plupart des projets avec les work packages et les tasks, et avec une division des tâches par rapport à des objectifs communs qu'on plus ou moins élaborés justement collectivement, mais sans réfléchir aux règles que l'on s'est données pour construire ces objectifs communs et au processus de co-construction de ces objectifs eux-mêmes dans le processus de recherche. Donc c'est là que les questions de gouvernance, encore une fois, prennent tout leur sens. Et pour revenir à notre sujet, on voit bien que si on veut justement ne pas se focaliser sur la dimension uniquement technique ou gestionnaire, ou voire administrative de ces données, qui sont assez barbantes pour beaucoup d'entre nous, on l'a vécu dans les projets, il faut arriver, il me semble, à le réfléchir, encore une fois, dans un cadre collaboratif, entre acteurs hétérogènes en termes de provenance, en termes de statut, en termes de capacité, en termes de discipline, si on est dans un contexte scientifique, et qui posent donc au moins trois types de défis. C'est le fait de se dire qu'il n'y a pas une seule manière d'aborder les objets que l'on décrit, et qu'on a à faire face à un défi de pluralisme ontologique. Et donc c'est cet aspect socio-cognitif du fait de cette grande hétérogénéité. Deuxième défi, c'est le fait qu'on va avoir aussi affaire à une diversité de valeurs sociales attachées aux objectifs que l'on poursuit,
et je vais y revenir dans le précédent, dans le slide qui suit. Et évidemment aussi des défis organisationnels, sachant que si on part du principe qu'on est dans un contexte collaboratif et que les règles s'élaborent dans les règles sur l'échange des données s'élaborent dans ce contexte-là, chaque contexte va être particulier, spécifique, et va poser des défis particuliers en termes de mise en œuvre de ces modalités d'échange à l'intérieur de ce consortium réuni. Et donc, pour revenir sur les différentes logiques conflictuelles telles qu'on les trouve dans la littérature, justement sur cette idée de logique institutionnelle, il y a les questions de transparency et d'openness, d'ouverture, qui renvoient, comme je vous disais, à cette logique de reproductibilité, interopérabilité des données. Mais à côté de ça, on a aussi une logique en bas à droite d'innovation qui renvoie au fait que les données peuvent servir et être mobilisées pour des objectifs commerciaux, mais ils peuvent être aussi mobilisés dans une logique plutôt d'impact, et certains vont beaucoup mettre l'accent sur des dimensions plutôt sociales que uniquement commerciales, même si les deux peuvent partiellement se recouvrir. Et puis des logiques d'équité ou de responsabilité de la recherche. Et là, l'équité renvoie, comme je disais, à la fois à des soucis d'équilibre de pouvoir, de responsabilité, et de veiller à ne pas reproduire des mécanismes d'exclusion liés à ces données. Et il y en a 4 auxquels on peut penser. On peut être exclu de l'accessibilité, c'est souvent ce à quoi on fait référence dans un contexte nord-sud quand on parle de fracture digitale, sur les questions d'accessibilité à des données qui seraient ouvertes, mais pas forcément accessibles si on n'a pas les capacités techniques. Mais il y a aussi des exclusions plus en termes d'utilisation, et là ce n'est pas juste une question d'accessibilité, mais de capacité d'utilisation. Et là aussi, on sait très bien que ce n'est pas parce que des données sont ouvertes qu'elles sont utilisables. Et donc la question de l'utilisation se pose très fortement dans nos contextes, encore une fois, voilà, forte en termes de... j'ai la lèvre sèche. En termes de collaboration. Troisième forme d'exclusion, c'est l'exclusion des bénéfices qui sont tirés de l'utilisation de ces données. Et là encore, c'est des choses qui nous parlent, il me semble, et qui souvent reviennent sur le tapis lorsqu'on a à traiter ou à négocier des contextes de collaboration. Et puis quatrième exclusion qui est au cœur de ces questions de gouvernance, qui sont l'exclusion des prises de décision sur la manière dont on va collectivement élaborer les règles sur la gestion de ces données. Et donc ça, c'est, encore une fois, cette question d'équilibre des pouvoirs et de décision dans la gouvernance collaborative et dans la gouvernance en particulier de ces ressources qui sont mutualisées. Et puis, dernière en bas, c'est cette idée que la science est une adresse des défis qui sont globaux et qui met justement encore plus l'accent sur la dimension collective des efforts et le besoin, un peu là aussi en lien avec ces questions d'équité, de mettre au centre la question des capacités de travail et des capacités à collaborer justement dans un cadre agréé par tous. Voilà, et pour finir... là où on voudrait mettre l'accent pour cette présentation, c'est justement cette échelle intermédiaire entre ce niveau macro constitué par ces réglementations justement de la hard law qui vont, et on pense immédiatement au RGPD par exemple, qui a modifié fortement la manière dont on aborde la question de la collecte des données ou le stockage des données, et qui vont définir des règles à l'échelle politique, des réglementations. Il y a l'échelle micro qui est
là aussi qui fournit des règles suivant les institutions, suivant le type d'institution. Et là, il va y avoir des règles différentes. Les éditeurs vont avoir leurs propres injonctions, les bailleurs, nos propres institutions, et elles peuvent être entre elles pas forcément congruentes. Et au milieu, on doit se débrouiller avec tout ça. Et c'est à ce niveau-là, qu'on appelle le niveau méso, qu'on est obligé justement de trouver des formes d'arrangement collectif et qui met l'accent justement sur le besoin de construire des règles qui vont à la fois tenir compte de ce cadre macro, de ce cadre micro et de ces logiques conflictuelles dont je parlais entre acteurs qui ne portent pas les mêmes valeurs sociales. Et voilà. Et au milieu de tout ça, on doit se débrouiller pour faire fonctionner et travailler ensemble. Et c'est là-dessus, il me semble, que l'on doit porter un effort en prenant au sérieux justement ce besoin de coordination à cette échelle méso pour résoudre un peu toutes les tensions. Et on voit bien que la tâche est immense et qu'il y a un fort besoin d'apprentissage croisé sur des solutions qui sont trouvées suivant les contextes. Mais il me semble que c'est tout le sens aussi de ce que l'on peut faire à une échelle inter-DP, c'est justement partager nos expériences sur ce niveau méso en matière de gestion de données. Voilà, donc c'est ce que je viens juste de dire là, cette idée d'apprentissage pour comprendre qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas en termes de gouvernance à cette échelle méso. Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'espace à l'heure actuelle pour faire ça, et il me semble que c'est un des avantages du type de réunion que l'on a là, de pouvoir permettre de discuter de ce que de ce qu'on a appris de ces différentes modalités dans nos différents contextes partenariaux, thématiques, sur la question de la gouvernance des données. Voilà, je m'arrête là sur cette longue introduction et je cède la parole à Sophie qui va vous présenter justement différents types d'arrangements à l'échelle méso qui peuvent aussi fournir des sources d'inspiration sous forme de guidelines. Enfin, voilà, je laisse et puis je conclurai à la fin. Merci Célim. Bonjour, donc, moi je suis Sophie Fortuneau et j'ai rejoint là, il y a 2 ans, 1 an et demi, on va dire, la DGDRS sur ces sujets et sur le sujet donc, de la science ouverte et des données de la recherche. Et justement, je me suis attachée à travailler ce niveau méso, effectivement, parce que c'est ce que j'ai touché de suite. J'ai pointé du doigt, mais peut-être pas avec tout le regard qu'avait Célim, mais en fait, on se complète tout à fait, finalement, sur les approches que l'on peut avoir. Donc, je vais vous présenter quelques initiatives qui existent, qui peuvent être source d'inspiration, dont certaines que l'on connaît déjà. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif. Donc là, on est sur ce fameux paysage dont a parlé Célim, c'est-à-dire qu'autour de l'enjeu des données de la recherche, il y a des données scientifiques au sens large, on a toute cette question d'un paysage avec des enjeux scientifiques, partenariaux, économiques, démocratiques, citoyens, etc. Et j'en passe. Et donc, en fait, un ensemble d'acteurs que vous avez en bas à droite, que nous pouvons représenter tous, ou que nous avons tous dans nos paysages, dans des DP par exemple, avec aussi également une tension avec le secteur privé-public. Donc, chaque fois, des règles qui vont s'imposer dans le partenariat. Donc, je ne vais peut-être pas redévelopper tout ce que l'on a sur la sphère en bas à droite, mais qui correspond finalement au paysage qu'a évoqué Célim. Et donc, en fait, dans ce paysage-là, nous avons tout d'abord des politiques nationales et internationales qui pèsent, je dirais, dans cet espace-là. On a des recommandations ou des politiques fortes autour de la science ouverte notamment, et autour de l'Open Government Partnership, donc partenariat pour un gouvernement ouvert. Ce sont des politiques de très haut niveau qui amènent à ce que les États conduisent des politiques d'ouverture de leurs données et une transparence.
offre quelque part une transparence de l'action publique. Et donc en fait c'est tout un ensemble de recommandations, de politiques qui arrivent notamment sur la branche scientifique et notamment par le biais de la science ouverte. Et donc on a ces cadres-là qui arrivent dans le paysage. On a bien sûr tout le volet Internet, la sphère numérique, la transition numérique, les potentialités et les règles, les risques que l'on a, les acteurs qui sont incontournables sur cette sphère-là. On a également tout le volet valorisation, que ce soit académique, économique, innovation, donc avec bien sûr à la fois académique, maintenant les éditeurs vous demandent de déposer la publication avec les données qui président à cette publication. Vous devez le déposer très souvent chez l'éditeur, qui est un éditeur américain, ou alors trouver un endroit pour vite déposer ces données et on ne se pose pas de questions particulières. Je publie et j'ai posé mes données. Donc en fait, il y a quand même des injonctions fortes qui font que vous êtes dans le fil de l'action, vous n'arrivez pas à avoir un peu finalement l'ensemble de l'écosystème et qu'est-ce que ça veut dire finalement de faire ce geste-là. Valorisation économique, innovation, je ne vais pas détailler ici, mais on a également, bien sûr, ces éléments-là. Tout un volet, bien sûr, contractuel, dès lors qu'on veut protéger, que l'on veut contractualiser avec du privé, on va avoir ces jeux-là avec des enjeux de confidentialité, donc qui vont encore peser sur ces questions de données de recherche. Et bien sûr, tout le volet réglementaire avec l'APA, le RGPD. Et vous voyez une carte, une petite carte en bas à gauche. C'est une carte que je suis et qui en fait se rosille de plus en plus, qui est les législations, qui sont les législations qui arrivent petit à petit au niveau des données personnelles. Donc on voit bien qu'en Afrique de l'Ouest, en quelques années, des législations arrivent sur un équivalent RGPD. Donc c'est équivalent ou concomitant et complètement compatible. Donc c'est en train d'arriver dans nos paysages et bien sûr au niveau des DP. Et ensuite, vous avez tout le volet, bien sûr, intégrité scientifique, embarquant la déontologie, l'éthique, et en fait tout cet ensemble que l'on peut avoir, que l'on a, effectivement, et qui est prégnant aussi dans les projets. Donc là, c'est un paysage brossé très rapidement, mais pour expliquer qu'en fait, cet environnement est de plus en plus complexe, interdépendant, et qu'il nous oblige du coup à faire face à une multitude de variables qui arrivent les unes après les autres, avec de plus en plus de besoin de s'aligner pour être conforme à ces législations, conforme à un contrat, conforme à peut-être à une protection sur Internet, etc. Et donc ça devient très compliqué à la fois pour les scientifiques, mais également pour les personnels de soutien, pour arriver à proposer, je dirais, un support qui puisse être en adéquation avec cette complexité. Et donc, dans le cadre de cette gouvernance des données qui va prendre finalement cette complexité, il y a des initiatives qui se développent pour justement concilier ce niveau micro qu'a expliqué Célim, les règles qu'on peut se doter dans un petit groupe et ce qui existe au niveau macro. Et donc, on va vraiment se placer au niveau méso. Et donc, ce sont des actions que je vais vous présenter qui sont convergentes, c'est-à-dire qui se nourrissent les unes des autres. Donc, je vais vous présenter quelques actions. Je pense qu'il en existe beaucoup d'autres, bien sûr, mais c'était vraiment pour faire donner un coup de projecteur sur ces différentes dimensions. Donc on a un premier cadre qui est celui très emblématique autour d'une gouvernance mondiale, autour du partage des données dans le cadre de la Covid-19. Et là, il y a un groupe de la Research Data Alliance, qui est une alliance pour les données de la recherche au niveau international, qui regroupe près de 12 000 membres aujourd'hui, 137 pays. Et c'est vraiment une alliance qui a travaillé sur le volet social, à se rapprocher pour proposer des cadres au niveau de la recherche. Et donc, il y a un groupe de travail sur la Covid-19 qui a travaillé pendant la pandémie à dresser des recommandations et des guides pour appuyer les chercheurs, les décideurs et les bailleurs dans leur rôle et leurs responsabilités,
pour maximiser leur action, de façon à pouvoir répondre de façon efficace sur un enjeu qui est l'urgence sanitaire. Donc, à partir d'un enjeu, c'est se mettre en ordre de bataille et essayer de concevoir des guidelines en ligne. Ils ont fait tout ça, bien sûr, en ligne. Il y a eu des requests for comment, etc. Ils ont vraiment sollicité après toute la communauté de recherche, en tout cas par le biais de la Research Alliance et autres réseaux. Et donc, il y a maintenant des recommandations qui circulent au niveau international. Et là, par exemple, j'ai l'exemple de l'Institut Pasteur qui a repris sur son blog ses travaux de la Covid-19. Donc, on voit que ces guidelines commencent à essaimer dans certaines communautés en se disant que finalement, peut-être que ce sont des règles dont on peut se doter ou en tout cas s'inspirer pour partager par rapport à des enjeux bien spécifiques, tels que celui-ci qui est la santé, mais qui regroupe en fait un ensemble de disciplines, avec le volet légal et éthique notamment. Donc après, on a ces fameux principes FAIR. Donc ça participe de la gouvernance des données de la recherche au niveau mondial. Donc ces principes FAIR, on entend parler par rapport à la science ouverte. C'est l'acronyme des données trouvables, accessibles, interopérables et réutilisables, mais qui finalement définissent un principe, une fondation de principes de partage des données, et qui sont des principes concis et mesurables, et qui permettent à la fois d'être lisibles par l'humain et par la machine. Et donc, en fait, cette proposition qui a été faite au départ par un collectif de chercheurs, qui a été publiée dans Nature, a très vite a été très vite popularisée, on va dire, parce qu'il avait cette double balance entre la lecture humaine et la lecture, je dirais, par la machine, par les logiciels, par de l'intelligence, je dirais, numérique, si on peut dire ça comme ça. Mais on voit qu'apparaît dans le 2017-2018 un autre groupe qui s'approprie les principes FAIR et qui rajoute les principes CARE. CARE pour Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility et Ethics. C'est-à-dire qu'ils ont repris à leur compte FAIR et ils ont rajouté la valence de l'individu, de la personne, au cœur de ce dispositif-là. Ne pas l'oublier. Et en fait, ce sont des initiatives qui ont démarré en Australie, avec la souveraineté, la gouvernance et la souveraineté des données indigènes. De là, ce groupe a prospéré. Les Canadiens ont repris à leur compte également ces principes. Et donc, ce sont des alliances qui se créent. Et ces principes CARE sont partagés au sein de la Research Data Alliance et sont également introduits dans le guide de la Covid-19. Donc on voit qu'il y a effectivement des actions convergentes sur cette gouvernance mondiale de partage des données scientifiques. Là maintenant, je vais vous parler d'un autre cadre qui vient juste d'être diffusé, qui est en cours de diffusion. Donc c'est en fait un cadre là, sur lequel le CIRAD, l'IRD et l'INRAE ont travaillé. Et donc c'est dans le cadre d'une ANR, d'un projet de l'Agence nationale de recherche sur le financement de projets en France. Et donc, il y a un projet qui s'appelle Bridge, dans lequel il y a un work package en particulier qui concernait la gouvernance, enfin l'analyse des politiques et des gouvernances de données au sein de nos institutions. Le constat étant que nous sommes un UMR avec ces trois institutions et que la question se posait sur quelle est la lecture que l'on peut donner au sein d'une unité de recherche déjà par rapport à ces trois tutelles, mais ce projet-là, quelque part, a été ouvert sur la question du partenariat dans son ensemble, en fait. Parce que si on pouvait le poser pour pour une UMR avec trois tutelles, on a ouvert la réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire en termes de partenariat. Et en fait, ce projet-là est un projet qui propose une vision de référence pour comprendre le paysage que je vous ai montré avant. Et en fait, ce cadre-là propose un ensemble de critères
influents sur le paysage que je vous ai montré. Et cela veut dire que si on arrive à fixer ces critères-là en fonction de ces objectifs, de l'objectif d'un collectif, l'objectif d'un DP, l'objectif, le mandat, les finalités d'une institution, on est capable de répondre aux bailleurs et aux éditeurs en affichant notre position et en pouvant, pouvoir être alignés finalement sur des politiques macro, mais en pouvant insuffler notre position. Et donc c'est un cadre qui est très flexible et qui est tout à fait adapté, notamment au partenariat et au niveau méso et à une institution telle que le CIRAD par exemple. Donc c'est un framework, ça veut dire qu'on n'a pas décidé, on n'a pas dit il faut faire comme ci et comme ça. On est avec ces critères influents qui vont nous permettre de répondre à ces politiques, au niveau méso et au niveau micro. Il y a un autre exemple, et c'est le dernier, c'est autour d'un observatoire scientifique. Alors celui-ci, c'est l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, qui est d'ailleurs dans un des DP. Et donc là, ça a été une expertise qui nous avait été demandée à l'UMRTTIS quand j'étais dans cette unité. Et donc cet observatoire est donc support d'une politique globale et durable autour de l'écosystème forestier dans le bassin du Congo, et il est destiné à supporter les politiques, on va dire, ou les actions publiques de 11 pays d'Afrique centrale. L'objectif, donc, c'est ce que je vous ai mis en bleu, c'est bien d'arriver à gérer collectivement et de façon durable ce territoire-là. Et donc, la question qu'ils nous ont posée, c'est qu'en fait, historiquement, donc, il y a un empilement de parties prenantes, de rôles, de responsabilités qui ne sont pas véritablement posés et qui font qu'aujourd'hui, ils ont besoin de démêler les rôles et les responsabilités de façon à pouvoir promouvoir une durabilité de l'observatoire dans le temps. Et les bailleurs demandent eux-mêmes à ce que cet observatoire-là puisse être au clair avec ses partenaires et avec les bailleurs, avec toutes les parties prenantes qui peuvent arriver demain dans ce collectif observatoire et contribuer à un moment donné aux données et à l'information qu'elle produit. Parce que la dimension qu'on a pu pointer du doigt lors de cette demande, c'est qu'en fait, non seulement il y avait une gouvernance des données, mais il y avait aussi une gouvernance de l'information, puisqu'un observatoire est censé délivrer cette information avec des échelons ou des degrés de confidentialité ou pas, de savoir à qui on diffuse cette information-là. Et donc, ça, c'est une complexité supplémentaire. Et on l'a adressé dans un prototype de charte. Donc là, c'est pareil, c'est un cadre, un modèle que l'on peut approvisionner. Et donc, il va y avoir là prochainement donc, un travail avec des données pilotes, de l'information pilote, avec un groupe pilote sur comment contribuer collectivement à la rédaction de cette charte. Voilà, donc ça, c'était juste pour vous présenter quelques initiatives. Il y en a certainement d'autres, mais en tout état de cause, concernant la vigilance, les points de vigilance qu'il faut avoir sur ces données-là, on est bien d'accord qu'il y a tout ce volet, je dirais, de politique, de hard law, dont on ne peut pas se défaire et qu'il faut prendre en compte. Il y a également dans les enjeux d'infrastructures de long terme, et je crois qu'il y a quelques DP qui portent ces enjeux-là, il faut absolument arriver à commencer à dessiner une gouvernance tant au niveau des données, bien sûr, de ce qui est géré, gouverné au sein d'une infrastructure, mais également, bien sûr, tout ce qui est aspect moyen, technique, financier, ressources, je dirais, pour arriver à pérenniser cette infrastructure de façon sereine. Et puis, bien évidemment, il y a toutes les questions de modalités de partage et de dissémination des résultats qui font partie, finalement, de ce scope de gouvernance de données. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ces données, les résultats. Donc, cette question de gouvernance de données, elle pose, bien sûr, elle interroge tous les niveaux, que ce soit institutionnel, partenariat, groupe, collectif, infrastructure, à tous les niveaux, vous avez ces questions-là. Donc, on
on imagine bien qu'il faudrait arriver à développer cette gouvernance collaborative de façon à avoir des regards croisés et pouvoir être au plus près servir au plus près l'objectif pour lequel on est réunis. Bien démêler tout ce qui est rôle et responsabilité des parties prenantes. Et il y a tout un travail, des travaux qui ont été faits dans ce sens là sur les présentations et il y a d'autres lieux où ça se développe aussi, mais où rien n'est complètement calé parce que chaque collectif porte ses propres enjeux avec tous ces questionnements. Et donc peut-être effectivement, peut-être une idée d'arriver à travailler sur une communauté de partage et d'apprentissage autour de ces sujets, et très probablement en inter-DP, puisque effectivement la volonté de vouloir travailler en inter-DP va peut-être nous rendre plus pertinents sur cette question de gouvernance et de regard global sur le partage des données et de l'information et des résultats. Voilà, juste au passage, donc il y a un colloque Sciences ouvertes qui est actuellement programmé à Cotonou en octobre, le 25 jusqu'au 27 octobre. Et donc en fait, il est co-organisé avec l'IRD, le CIRAD et puis l'ANSALB, l'Académie nationale des sciences et des arts et des lettres du Bénin. Et dans ce colloque-là, il y a 3 grands thèmes. Donc le premier qui concerne tout ce qui est autour des politiques et gouvernance notamment, mais également tout ce qui est questionnement autour de l'éthique et du réglementaire, de modèle économique. Et on est en fait finalement dans ces questionnements sur ce colloque-là. Je vais laisser conclure Célim. Oui, ben on va... Juste pour conclure, en récapitulant un peu les messages qu'on voulait faire passer dans cette présentation, qui est de se dire que dès qu'on sort justement d'un cadre simple, monodisciplinaire, avec peu de chercheurs impliqués, et qu'on va vers des collaborations interdisciplinaires, voire transdisciplinaires, avec des acteurs hors même du monde académique, la question des données, de leur statut et des modalités d'échange prend une toute autre dimension. Dans la mesure où la donnée produite ne va prendre son sens que dans le contexte collaboratif qui l'a vu naître, et que donc il faut vraiment prendre au sérieux cette question de données, d'échange de données dans un contexte collaboratif, et que clarifier ces règles d'échange, c'est vraiment la garantie aussi de pouvoir se projeter sur une collaboration de long terme en confiance et en transparence avec les personnes qui sont concernées. Et donc, encore une fois, la question de l'échange ne se limite pas à la question de la dimension technique, sur l'opportunité structurelle de partager les infrastructures. Il y a un effort à faire aussi sur ces différentes visions sur les objets, donc cette dimension cognitive, l'infostructure, mais aussi sur créer les motivations, le contexte dans lequel les gens se sentent à l'aise à échanger. Et ça, c'est à travers leur participation à l'élaboration des règles, et donc créer cette infoculture en plus de l'infrastructure et de l'infostructure. Voilà, et donc, encore une fois, ce n'est pas juste une question purement ni technique ni administrative, et que donc la meilleure réponse pour résoudre un peu toutes ces difficultés qu'il y a à naviguer dans un environnement très complexe de réglementations différentes, d'injonctions différentes, de valeurs sociales différentes, c'est d'internaliser ces questions-là, alors soit comme une question de recherche, si c'est pertinent, mais à minima dans la structure de gouvernance du réseau ou du projet lui-même, comme une modalité de travail collectif pour trouver les règles qui conviennent pour permettre de continuer à échanger ces données. Voilà le message clé qu'on espère on a réussi à faire passer dans... Merci bien. Merci beaucoup Célim, merci Sophie. Et bien évidemment, si vous avez des questions, voilà, on peut avoir une petite séance de questions-réponses.
Donc n'hésitez pas à vous manifester, à lever la main. Denis, Denis Gauthier. Sophie, merci beaucoup, hein, super intéressant. Juste pour me comprendre mieux, l'ANR Bridge, tu dis ça donne un cadre, oui, qu'on peut adapter nous-mêmes. C'est pas plus contraignant que ça, parce que d'un côté tu nous as présenté FAIR et CARE. Oui, ben, en fait c'est à des niveaux différents. Les deux sont complémentaires. Voilà, c'est complémentaire, c'est-à-dire que dans le cadre, on peut dire qu'effectivement ces données-là doivent être FAIR ou FAIR-CARE. En fait, c'est vraiment des cadres englobants qui appuient une politique de données. Et c'est-à-dire que dans une politique de données, vous allez avoir tous ces critères indispensables posés de façon à pouvoir répondre et s'aligner quelque part au niveau méso, mais aussi prendre en compte le niveau micro, c'est-à-dire toutes les règles dont on voudrait se doter pour dire, OK, nous, on a pris en compte cet élément. Par contre, nous, on va le gérer comme ça, ou on va le considérer comme ça, et on va le traiter comme ça. Voilà, donc il faut le digérer parce qu'on en sort là de cet ANR, donc, mais on aimerait arriver, enfin on voudrait le roder. D'accord, Voilà. parce que ce qui n'est pas clair pour moi, c'est quand tu dis, nous on le prend comme ça, mais tu dis d'un côté que c'est un cadre flexible, de l'autre côté, quelque part, en fait, il y a eu dans les outputs, c'est plus qu'un cadre flexible. C'est la manière dont on intègre FAIR, CARE au niveau des trois institutions. C'est un peu compliqué, c'est-à-dire que c'est un cadre où on a pointé tous les éléments essentiels pour répondre à ce paysage. OK. Néanmoins, je pense qu'à ce niveau-là, il faut, pour approvisionner ces fameux paramètres, alors il y en a un qui est très simple, c'est citation de la donnée. On ne va pas se poser trop de questions. Il y a des cadres académiques qui font qu'on sait comment il faut citer une donnée. On ne va pas trop se poser de questions, si ce n'est peut-être que si on a une infrastructure de recherche, par exemple, ça serait peut-être pas mal de la citer. Et donc on va pouvoir préciser un peu plus le cadre d'exercice collectif pour lequel on a ce cadre-là. Ensuite, on peut travailler sur un cadre ultra générique, assez lâche, qui permette d'englober tous les DP, d'un point de vue, je dirais, pour répondre au niveau macro, et puis avoir peut-être une zone beaucoup plus flexible qui est dédiée aux finalités du collectif. Donc, en fait, c'est vraiment... voilà, ça va être d'une souplesse qui est vraiment à partager, parce que voilà, il faut qu'on le rôde, c'est vraiment très nouveau, mais ça a le mérite de vraiment pouvoir accueillir tout type de configuration. Mais je pense que ce cadre-là, il est vraiment quand même adapté au niveau méso-institutionnel. Voilà. Mais je ne veux pas accaparer la parole, mais j'arrive pas à comprendre. Tu as dit à un moment donné qu'on va publier un article, on peut se référer à ce cadre, qui est un output de Bridge. Alors ça ne sera pas l'article, ça sera le projet. Le projet, tout en disant qu'il est flexible. Donc, mais on en reparlera. Non, mais on en reparlera, parce que c'est vraiment des... Ouais, voilà. Tamsir, puis Ibra. Puis Jérôme, puis Sandrine. Merci aux collègues pour cette présentation intéressante, parce que de plus en plus, dans le cadre de tels dispositifs, et même au niveau de nos institutions, se pose de plus en plus la question de la gouvernance des données. Et les logiques institutionnelles sont assez différentes, qu'on soit le CIRAD ou bien par exemple l'ISRA, si je prends mon cas, parce qu'on n'a pas les mêmes échelles d'intervention. Et plus on va au niveau méso ou macro, une institution comme l'ISRA disparaît, entre guillemets, alors que le CIRAD continue à exister. Je suis obligé de parler par parole pour essayer de se faire comprendre. Et quand on est dans des pays où on a le CIRAD et d'autres institutions à l'image de l'ISRA, forcément, on n'a pas les mêmes acceptions sur la gouvernance des données. Et dans de tels DP, ce serait intéressant pour continuer à mobiliser toutes les forces vers un objectif commun de renforcement du DP,
de travailler sur des logiques de gouvernance des données produites dans ces DP qui prennent en compte les intérêts des différentes logiques institutionnelles. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre ou pas. Si, tout à fait. Je crois que on est d'accord. Oui, y a rien à ajouter. Merci. Oui, on est d'accord. Bon, donc Sandrine d'abord, ensuite il faudra passer à Ibra. Vas-y, donne le micro à Sandrine. Oui, merci pour ces deux exposés vraiment très challenging, motivants. Et moi, je me pose aussi des questions un peu sur l'atterrissage et la motivation, en fait. Qu'est-ce qui fait que les gens vont être motivés? Et non, mais sur quel type de données, en fait? Est-ce que vous avez déjà des idées de mettre en œuvre sur certaines données? Et je vois un peu la contradiction entre commencer par des choses pas trop stratégiques, parce qu'on se dit les gens vont s'y mettre plus, mais si c'est pas stratégique, les gens vont pas s'y mettre. Et si on se met sur des choses plus stratégiques, et ben, ça sera encore plus compliqué, ça risque de pas avancer. Donc je réfléchissais un peu à ça. Merci. Mais je ne suis pas sûr de comprendre, parce que en fait, je pense que dans chaque DP, il va y avoir des types de données différentes, et donc on ne parle pas d'un type de données spécifique, mais plutôt de la logique avec laquelle ces données sont produites et ensuite gouvernées, et quelles qu'elles soient. Après, il y a des types de données plus simples, quand c'est des données de séquençage, bon, c'est peut-être, quoique... c'est peut-être pas le bon exemple, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport, ce que je voulais dire, c'était surtout la différence entre des données de type issues de sciences expérimentales et des données de sciences sociales où la composante sociale saute beaucoup plus facilement aux yeux. Oups. Voilà, donc oui, ouais, non, mais je m'arrête. Enfin, peut-être pour continuer la réponse, dans le cadre des observatoires territoriaux, 11 pays, des enjeux de conservation, de partage d'informations plus ou moins sensibles, on a besoin d'avoir ce genre de dispositif, parce qu'au bout d'un moment, il y a un enchevêtrement de j'ai droit d'aller voir ces données-là, mais non, parce que, voilà, pour telle raison. Donc à un moment donné, il faut arriver à poser des règles du jeu collectivement pour continuer à pérenniser cet observatoire. Là, c'est l'exemple avec l'OFAC. Donc il y a peut-être des lieux et des enjeux qui nécessitent, et des dispositifs sociotechniques, là c'est un dispositif sociotechnique, on a besoin de poser ces cadres-là. Donc peut-être qu'il y a aussi des niveaux d'urgence, des degrés d'urgence qu'il faut peut-être traiter ou faire face, ou commencer à ouvrir la boîte, on va dire. Ibra, puis Jérôme, puis Sylvie. Merci en tout cas Sophie sur ce point qui me semble crucial en tout cas pour les DP. Et puis tout ce qu'on fait en partenariat depuis quelques années. Je pense qu'il faut aussi aller de l'avant pour essayer de sensibiliser, d'expliciter un peu ces enjeux-là au niveau des DP, parce que c'est de plus en plus posé dans le cadre de nouveaux projets qui arrivent, par exemple les DESIRA, où maintenant le plan de gestion de données est contractuel. Donc il faut le faire. Et quand on signe, on le fait, on le met en annexe. Et quand on revient maintenant dans la mise en œuvre, on se rend compte que voilà, tout le monde n'avait pas l'information. Aussi bien, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me semble important à voir, et voir comment est-ce que ce qu'on vient de présenter aujourd'hui peut servir en tout cas à appuyer, à expliciter encore dans les DP autour, pour expliquer, parce qu'il faut que tout le monde se mette au niveau. Voilà. Pour moi, c'est en tout cas quelque chose qu'il faudra rapidement prendre en charge pour qu'on arrive à partir, en tout cas, ensemble sur un niveau d'information, et que chacun s'engage là. Pour le DPPZS, on a 20 ans de données. Et on essaie plus ou moins de les gérer comme on a pu, avec des bases de données qu'on gère, qu'on documente, etc. Et là, maintenant, au passage de cette gestion à ces de données, les questions qui se posent également, c'est des questions juridiques. Sur les données antérieurement collectées dans le cadre de projets sur lesquels on n'avait pas ces engagements-là. Donc il y a besoin d'un accompagnement également juridique à ce niveau, au niveau des institutions, que les gens prennent en tout cas l'ampleur du travail qu'il y a à faire. Merci. Tout à fait. Jérôme, tu me donnes le micro à Jérôme. Vas-y, Jérôme. Mais, enfin, oui, on prend toutes les questions. Vas-y, Jérôme. Alors, c'est pas forcément que des questions. Le micro, non, je crois pas. Tu l'avais éteint.
En fait, tu parlais sans micro depuis tout à l'heure. Tout d'abord, merci pour la présentation, parce que moi, personnellement, ce sont vraiment des sujets d'actualité brûlante, puisque la semaine dernière, on a commencé dans un projet Desira à essayer de télécharger des documents pour comprendre ce que c'était qu'un plan de gestion de données. Il y a 2 semaines, on nous a expliqué que maintenant, pour publier, il fallait RGPD et comité d'éthique. RGPD à Madagascar. Donc voilà, est-ce qu'on prend le RGPD européen, le RGPD malgache, ou qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a un problème de transnational, sachant que si on veut publier en France, il faut une RGPD française, mais il n'y a pas de numéro de sécu à Madagascar. Donc on a vraiment des problèmes urgents à régler au niveau que vous appelez hard law, c'est-à-dire la mise en conformité avec les textes. Je n'ai pas parlé de l'APA, mais il y a encore aussi APA par-dessus. Et on est relativement démunis vis-à-vis de toutes ces injonctions, tous ces alignements qui arrivent, j'ai envie de dire, après les problèmes de gestion avec l'Union européenne, les problèmes RH, les problèmes de contractualisation, les problèmes de confidentialité, etc. Donc c'est un petit peu une couche supplémentaire qui vient se rajouter. Donc c'est vraiment quelque chose d'actualité. Moi, j'ai une petite angoisse quand même. Je suis sociologue, donc je suis en sciences humaines et je fais des données qui sont très qualitatives. Et bon, c'est un petit peu une prise de recul, mais quand on parle de données, certes, mais est-ce qu'il n'y a pas un danger à se focaliser sur les données et à donner plus d'importance aux données qu'aux résultats? L'accès aux résultats de recherche est peut-être aussi quelque chose à mettre en avant par rapport à l'accès aux données. Sachant que en sciences humaines, les données, c'est une chose, mais il y a aussi toute l'interprétation, la triangulation, etc. Enfin, il y a beaucoup d'autres étapes et on a encore plus d'importance aux résultats que vraiment aux données. Même si, maintenant, je comprends bien qu'il faut garder les données. Mon inquiétude aussi, c'est que voilà, les DP ne sont pas des personnes morales. Et de ce fait, j'ai un petit peu une inquiétude à ce qu'on se retrouve écrasé entre le niveau macro et le niveau micro. Étant donné que donc, voilà, on anime un réseau, on anime un partenariat, mais on ne pourra pas être propriétaire des données. Les données, elles vont devoir appartenir à des personnes morales. Donc je pense que c'est très important de mettre en place une gouvernance et de s'accorder sur des règles entre partenaires. Mais au bout du bout, on va se retrouver avec des accords qui devront être signés par les directeurs régionaux, par les directeurs d'établissement, par les directeurs... par des tas de directeurs, sachant que nous, au niveau des DP, on n'a aucune signature. Donc voilà, cette petite inquiétude, c'est la survie de l'état méso entre le macro qui devient très très lourd et le micro dont on n'est pas signataire. La question de Sylvie, puis après les réponses. Oui, c'est en fait plus une contribution qu'une question, parce que en tant que DR sur le terrain, nous, on défend évidemment des idées comme ça, et on a réussi à faire financer 2 FSP, un en centrale par le ministère des Affaires étrangères et un au Niger. Pourquoi? Moi, je suis allée voir les ambassadeurs et je leur ai dit, vous savez, la France, l'Europe finance des projets, par exemple avec Agrimet au Niger, sur le climat, etc., depuis des décennies. Et ces données sont parties parce que les financements étaient suspendus et c'est les Américains qui ont récupéré toutes les données. Voilà. Alors qu'on aurait pu apprendre aux collègues au Niger à valoriser ces données et à produire des ressources même. Donc il y a un côté extrêmement politique là. Et immédiatement, on a eu un FSPI. Donc c'est ces projets de fonds de priorité solidaires innovants, pour former en fait les collègues du Niger, d'Agrimet, à tout ça, quoi. Voilà. Bon, malheureusement, on n'a pas eu de suite de financement. Mais ce que je veux dire, c'est que... Et un autre exemple, c'est au Sénégal, à Niarar, avec l'IRD. Il y a un centre IRD qui a fait un observatoire depuis 50 ans. Là, c'est pareil. On est allé voir l'ambassade. On leur a dit, voilà, il faut
Il faut que ces données soient visibles, ouvertes, partagées avec une charte, enfin, tout ce que vous avez dit. Et seulement, ça ne se fait pas comme ça, il faut des sous. Et c'est ça, au final, ce que je veux dire, c'est que je vois l'argent que ça demande, les ressources que ça demande d'avoir des gens qui vont récupérer les données, les nettoyer, faire une charte, etc., etc. C'est sur juste un observatoire, c'est 2 ans de travail pour initier le truc, quoi. Voilà. Ben oui. D'accord, merci. Vous donnez, attends, je te donne la parole juste après. Vous donnez quelques éléments de réponse. Oui, moi, très rapidement, et pour répondre aussi à Jérôme, parce que c'est à peu près la même chose, c'est qu'en fait, la complexité, le côté millefeuille qu'on a à résoudre, il est pas, on ne peut pas le résoudre par le cerveau d'une seule personne ou voire d'une seule institution, et d'où il n'y a pas d'autre choix. Et il n'y a pas d'autre choix que d'internaliser ça et d'en faire un problème collectif et de s'abstenir de vouloir, nous, CIRAD, ou nous, chercheurs individuels, trouver la solution pour le collectif. C'est ça qui ne peut pas fonctionner parce qu'on n'y arrivera pas. Et donc, et ça répond à Sylvie aussi, du coup, ça veut dire budgéter dans les projets cette dimension-là. Ça veut dire donc voire même s'appuyer sur des compétences de chercheurs pour qui ce sont des sujets de recherche et qui vont aider à problématiser, à trouver à accompagner le collectif. Donc ça, c'est la solution, il me semble, idéale. Mais sinon, à minima, l'internaliser dans les structures de gouvernance du projet pour que ces questions-là fassent partie des choses qu'on a à résoudre collectivement avec les partenaires et pas nous, dans notre coin, avec notre solution qui, de toute façon, ne va pas coller. Et donc l'idée de dire on va sous-traiter au service d'appui, au service administratif, ce problème-là, ils vont nous trouver la solution, c'est la dernière chose à faire dans un contexte collaboratif. Encore une fois, voilà. Oui, juste peut-être pour compléter, il y a quand même ce volet patrimonial. 50 ans de données dans un observatoire, une infrastructure de long terme. Ça devient du patrimoine qu'il faut absolument gouverner, conserver. Donc après, c'est toujours par rapport à l'enjeu. L'enjeu de faire ceci, de former, de financer. Donc c'est toujours, il faut le mettre face à l'enjeu. Et effectivement, la question des institutions et donc des personnes, un DP qui n'est pas une personne morale, ça veut bien dire que quelque part, les rôles et responsabilités d'une institution partenaire dans un DP à ce rôle très probablement de rôle méso, ce qu'il y a ici, ce qu'on a commencé à discuter avec Denis, c'est ce rôle-là, à être en capacité déjà de pouvoir aider pour toutes les collaborations dans lesquelles participe le CIRAD, à fournir déjà ce cadre. Nous, CIRAD, on se positionne comme ça par rapport à ces fameux critères pour répondre à ce contexte-là, mais avec des espaces de respiration liés au collectif, aux disciplines, aux enjeux portés par un DP, par un projet. Et donc, en fait, c'est ce double étage qui va permettre d'avoir un niveau consistant au niveau méso. Et c'est ça, en fait, qui fera la consistance. Et donc, la question de la personne morale, du coup, effectivement, ça rejoint finalement la question des institutions et d'avoir finalement des politiques de données adossées sur ces critères-là et qui vont pouvoir rentrer dans les projets et pouvoir être mis, au même titre qu'une politique de données d'un partenaire, puisque certaines sont déjà blindées au niveau de politique. Voilà. Donc, nous, on ne fait pas le poids. Enfin, on est démunis là-dessus. Et le dernier point que je voulais dire, c'est les résultats dont tu parlais, Jérôme. C'est effectivement les points de vigilance, c'est-à-dire les modalités de partage de tout cela. Et ça, c'est essentiel également. Et donc, il y a certaines règles qui peuvent être assez génériques, et puis il va falloir s'approprier pour le collectif, peut-être en fonction de certaines finalités, des façons différentes de travailler cette dissémination et ce retour auprès des bénéficiaires. Merci beaucoup, Sophie. On va prendre les dernières questions. Alors, il y a Denis, il y avait d'autres questions. Il y avait Sidi, non? Attends. Il y a Denis, puis Sidi, et ensuite Jean-Marc et Étienne. Et ce seront les 4 dernières questions, parce qu'après, il faudra qu'on parte en... Ah, Eder. Bon, parce qu'il y a les partenaires qui sont là. Je veux surtout vraiment donner la parole aux partenaires. Vas-y, Denis. Oui, oui, merci. Oui, Denis. Merci. Je pense que c'est bien d'avoir mentionné l'exemple de RIOFAC en Afrique centrale. Parce que nous, on essaye de positionner notre réseau
pour qu'ils soient, on va dire, dans cette dynamique-là. Donc, ça fait un pas. Bon, mais après, je me pose une question. Dans les DP où on n'a pas ce genre d'environnement et qu'on doit adresser, par exemple, certaines questions qui sont liées à ce que certains États appellent no surprise policy. En fait, il y a des États qui ne veulent pas que des données soient publiées avant qu'ils n'aient été informés. Comment est-ce qu'on surmonte, on va dire, ce genre de difficulté-là? Ça, c'est mon premier point. La deuxième question, c'est si nous sommes des centres de recherche, non, si on est des DP, où on a plusieurs types d'institutions, ça revient aux acteurs. Ceux qui sont là font la recherche publique, d'office, les données sont publiques. Les centres nationaux, les données peuvent ne pas être publiques. Il y a le secteur privé. Comment est-ce qu'on adresse, on va dire, cette complexité-là, où on doit mettre les données, pour certains, dans le domaine public, et c'est l'office, alors que d'autres doivent, on va dire, garder les données en privé. Donc, voilà mes deux préoccupations et ma remarque. Merci. On va prendre d'autres questions. Donc, je rappelle que Denis est coordonnateur du DPR de FAC et donc complètement impliqué dans l'observatoire dont tu parlais. Je donne la parole à Sidi, qui est donc de l'IER et coordonnateur du DP-ISA, puis après à Der, qui est au CIRDES, ancien coordonnateur du DP ASAP. Vas-y, Sidi. Ok, merci bien. Moi, ma question a été prise en compte par Denis, et je pense que la réponse à cette question, ça va forcément m'aider à mieux comprendre. Merci bien. D'accord. Oui, mais tu peux donner le micro à Der ? Merci. Le micro, il est éteint, je crois. Vas-y. J'ai 3 préoccupations. La première concerne la question comment motiver au partage des données. Est-ce qu'il y a des exemples concrets? Alors, parce que nous vivons vraiment ce problème-là dans le cadre des projets Désira, donc Ibra-Africa. Je sais que on a un accord de consortium signé par toutes les institutions sur cette question de partage des données. Malgré ça, entre individus, il y a des problèmes. Il y a même une personne qui est chargée de la gestion, mais pour avoir des données, là, on vit ça actuellement. Alors, ça m'amène à demander, dans ce cadre-là, quel est le cadre qui pourrait être contraignant? Parce qu'il y a une multiplicité de cadres. Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant comme référence dans... Ça, c'est déjà à l'échelle d'un projet. Sans parler de l'échelle des institutions qui sont impliquées aussi avec d'autres logiques. Donc, on faisait cas ici, là. Et à l'échelle du DP, par exemple, je ne sais pas quel instrument, quel outil on peut utiliser par rapport au DP. Dans les conventions des DP, on ne parle pas de ça. Aux différents projets. Donc, c'est vraiment la préoccupation. Je ne sais pas comme l'a dit Denis, comment on peut aborder cette question-là à l'échelle des DP. Merci. Je vous laisse commencer à répondre, et puis ensuite Jean-Marc et Étienne, et après on conclut. Allez-y. Donc pour la première question, qui est au niveau finalement des partenariats et des institutions partenaires, ça va se jouer quand même au niveau des institutions pour la question de la personne morale. Donc si on arrive à avoir ce genre de cadre finalement harmonisé, parce que quelque part on pose les mêmes critères et sur lesquels on va pouvoir se positionner, enfin chaque institution va pouvoir se positionner, on a déjà une lecture simplifiée de cette complexité pour des projets, pour les scientifiques, pour du support, etc. Donc si de façon vertueuse, les partenaires, les institutions partenaires se dotaient de ce genre de dispositif, on va dire, de lecture par rapport à une position macro, par rapport à ce qui se passe au niveau macro-level, et éventuellement au niveau micro, tout dépend dans quel contexte on est, mais en tout cas, il faut qu'on ait ce niveau méso-institutionnel qui se mette en place. Et donc, vous allez pouvoir après proposer, ça va appuyer une politique de données qui pourra s'insérer dans des accords de consortium, dans des projets,
Et donc, avoir déjà, voilà, nous, on se présente comme ça. C'est un peu comme une fiche d'identité, quelque part. Ce qui va permettre de savoir que vous travaillez avec le secteur public, ben voilà, nous, comment on voit les choses, et secteur privé, voilà comment on voit les choses. Et s'il y a conflit, parce que c'est ça, en fait, hein, le risque, et c'est ce que l'on a aujourd'hui, on a des injonctions contradictoires hein, sur certains aspects, c'est de pouvoir se dire, ben, comment tranche-t-on ça? Donc, c'est le cadre le plus protecteur, probablement, en tout cas nous dans la charte de déontologie du CERAD, c'est ce qui se passe en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on va choisir le cadre le plus protecteur. On ne va pas prendre le cadre le plus ouvert. Donc après, ce sont des règles qui doivent circuler. Et donc il y a toute cette question d'infoculture autour de cette question de gouvernance des données. Par rapport à motiver au partage des données, si on arrive à avoir des règles claires et des responsabilités claires, c'est ce qu'on a essayé de poser dans le cadre de l'Observatoire, c'est qu'en fait chacun sait dans quel cadre il évolue, ce qu'il a le droit de faire ou pas faire. Voilà, j'ai peut-être pas le droit d'ouvrir toutes ces données de cette base de données parce qu'effectivement elle est très précieuse ou au contraire, ben non, finalement elle est ouverte dans le cadre du projet pour une durée déterminée. Et en fait, c'est question de rôle et responsabilité à différents niveaux. C'est à l'échelle d'un projet, mais ça pourrait être aussi bien à l'échelle de l'observatoire, si on est dans le cadre d'un observatoire. Donc c'est la notion de rôle et responsabilité. Et donc pour les conventions DDP, ben oui, peut-être qu'il faudrait effectivement approvisionner les conventions en se disant, et dans la convention, se référer aux politiques de données ou au cadre, je dirais, des institutions partenaires. Sachant que le travail amont, il aura été effectivement d'avoir travaillé à cette grille de lecture et de peut-être pas se retrouver des fois dans des positions un peu contradictoires. Donc c'est un long chemin, hein, c'est un long chemin, mais en même temps, je pense qu'en termes de criticité sur certains dispositifs, ça vaut peut-être le coup de commencer à prendre un peu d'amorcer une dynamique. Juste un petit mot pour ajouter sur la question des motivations, parce que c'est une question qui m'est chère, mais il me semble que la réponse, elle ne passe pas par justement uniquement une réponse juridique du type sanction et voire règles et rôles et responsabilités, je pense, qui est plus administratif. Oui. Mais il me semble que ça revient aux 4 exclusions, créer des conditions de confiance pour mettre les gens en position de partager. Et ces questions de confiance, c'est qu'ils ne se sentent pas exclus de l'accès à la donnée, des bénéfices qui vont être retirés, de la possibilité d'utiliser ces données, de les exploiter, de les analyser, et de participer aux règles sur l'élaboration des règles d'échange. Donc, participer aux décisions sur les règles d'échange. Il me semble que c'est ça qui va créer les conditions pour que les gens soient en position de partager. Et donc ça revient au point que je faisais sur cette infoculture, créer les conditions de cette infoculture sur lesquelles, malheureusement, il me semble malheureusement, il me semble qu'on a tendance à un peu trop systématiquement donner la priorité aux questions d'infrastructure et aux questions d'ontologie, de structuration des bases de données. Voilà. Merci. 2 dernières questions. Donc Jean-Marc, puis Étienne, on donne des réponses et après on part en atelier. Merci pour cette présentation. Donc Jean-Marc Roda, DR de l'Asie du Sud-Est, cette immense partie archipélagique où il y a plein de pays et d'îles dans tous les sens. Et c'est pas anodin dans mon commentaire, parce que de ma région, on voit qu'on est pris en tenaille entre deux grandes tendances. Alors d'un côté, la tendance vers plus d'ouverture de recherche, plus d'ouverture des données, c'est global, et même les jeunes scientifiques de toute la région où on est ont envie que leurs travaux soient ouverts, etc. Et en même temps, dans les pays de ma région, une fermeture de plus en plus grande vis-à-vis du contrôle des données, et on ne voit pas que ça va s'arrêter, on voit au contraire que ça va se transformer. Et cette première tendance, elle est complétée par une autre grande contradiction qui est la contradiction temporelle entre les DP, c'est des organismes sur plusieurs pays, c'est des accords cadres au moins sur 5 ans, si ce n'est plus. En tout cas, c'est tous les 5 ans qu'on va réévaluer si on évalue. Bref, on a un pas de temps. Et le pas de temps d'évolution de ces lois sur les données dans les pays où on est en Asie du Sud-Est est beaucoup plus rapide. On a vu avec des révolutions brutales, enfin des révolutions législatives,
extrêmement rapide. En Malaisie, en Asie, en Philippines, ça c'est en train de se profiler. Plus rapide qu'un pas de temps d'un DP. Donc comment on va faire pour se doter d'outils? Parce qu'aujourd'hui on fait du bricolage en fait, pour répondre à ça. Dans la pratique, on bricole. Hein, mais comment on va se doter d'outils? Comment on peut se douter? C'est une vraie question pour moi, je ne sais pas comment y répondre, qui permettent de nous conseiller pour ne pas faire du bricolage en fait, et évoluer assez flexiblement. Mais je pense que c'est le bon mot, bricolage, et je pense qu'il faut assumer qu'on plutôt parler d'ailleurs d'expérimentation. On expérimente des solutions qui sont toujours transitoires et toujours instables parce que l'environnement est lui-même, et du coup, c'est la première fois que j'entends que le rythme du politique est plus rapide que le rythme de la recherche. Oui, c'est à noter. Donc ça prouve bien que le DP s'inscrit dans une temporalité qui est quand même très intéressante. Alors, juste peut-être pour compléter comment faire, en fait, dans l'approche au fac, ce que on a évoqué, c'était de monter des référentiels, c'est-à-dire un référentiel sur tout ce qui est juridique, qui bouge beaucoup, parce qu'en fait, il y a 11 pays, donc il y a également des juristes attachés à ces régions-là et qui, eux, connaissent et travaillent au niveau des projets, à mettre une clause, etc. C'est peut-être arriver à bâtir collectivement le référentiel qui va bien pour l'OFAC et s'y référer et le suivre, puisque ça évolue. Voilà, c'était une façon de pouvoir suivre de façon agile l'évolution rapide des juridictions, des législations, etc. Dernière question d'Étienne. Bonjour, ma question rapidement. Étienne Loire, je suis co-animateur du DP Grise en Asie du Sud-Est. J'ai une question qui est un peu en lien avec celle de Jean-Marc, mais puisqu'en fait, entre les différences entre souveraineté, partage, moi ce qui me concerne particulièrement, puisque de base je suis généticien, c'est l'extension possible dans les accords de Nagoya ce qu'ils appellent les DSI, c'est-à-dire les données de séquence digitale. Donc il y a effectivement derrière une idée de protection des ressources des pays, et je pense que c'est quelque chose qui est important, nous, dans nos termes collaboratifs, mais parallèlement, voilà, j'ai des collègues écologues qui sont très inquiets de ne plus avoir la possibilité de faire des méta-analyses. Donc, voilà, ma question, c'était un peu quelle était la position institutionnelle qu'on avait, nous, sur cette question qui devient pressante, avec vous comme représentant. Non, enfin, donc effectivement sur la question de la souveraineté, il me semble que la crise comme celle qu'on vient de vivre sur le Covid ne va faire qu'alimenter cette logique, puisqu'on voit bien que derrière l'argument on est tous sur le même bateau et on va collaborer et ça va bénéficier à tout le monde, au final, il y a toujours des perdants et c'est toujours les mêmes. Et donc, avant ça, il y avait eu l'Indonésie avec le SRAS qui avait refusé de verser ces virus dans le pot commun de l'OMS en préférant faire un deal direct avec un privé en se disant j'ai plus de chances, si c'est lui qui trouve, de récupérer les vaccins. On est dans ces logiques-là et il me semble que sur la question des DSI, pour répondre que je connais bien, on est en train, là aussi, il me semble un peu trop systématiquement de mettre en avant cette idée que le progrès via les connaissances et le partage, c'est quelque chose d'important. Mais en même temps, les pays ne sont pas dupes et savent bien qu'il y a aussi des règles à trouver qui valorisent davantage dans ces collaborations les questions d'équité. Et c'est là où nous, le CIRAD, on a une responsabilité puisque ça fait partie de notre mandat et de notre ADN, je dirais, de trouver des règles pour travailler collectivement dans un environnement dans lequel chacun se sent à l'aise. Et il me semble que c'est justement à travers les initiatives et les expérimentations sur la question du partage des données et des DSI, notamment dans des contextes de DP, dans des contextes de projet et tout ça, qu'on sera en mesure d'apporter des éléments, des solutions, on va dire, qui ne passent pas nécessairement par juste des législations complètement contraignantes qui vont bloquer et qui vont, à terme, en plus, effectivement, nous impacter dans nos capacités même à conduire ces recherches. Donc, il me semble qu'on a une responsabilité à trouver des solutions qui
montre que c'est possible de travailler ensemble dans un contexte collaboratif sans que les gens se sentent floués. Mais ça demande quand même beaucoup d'efforts par rapport à nos pratiques actuelles, y compris au CIRAD où c'est bien, on va dire, déjà internalisé, mais dans d'autres institutions de recherche, on est à des années-lumière de cette manière-là et on se réfugie un peu trop systématiquement derrière l'idée que les données sont disponibles et vont servir à tout le monde, sauf qu'elles vont servir à ceux qui ont les capacités et les capacités de les valoriser pour ensuite, en plus, les protéger via des mécanismes de droit de propriété qui font que, encore une fois, ceux qui n'ont pas participé à leur élaboration sont exclus. Merci. En tout cas, bon, voilà, donc on conclut. Je vois qu'en tout cas, la discussion a été très, très riche. Ça montre qu'il faut vraiment la continuer. Peut-être prendre 1 ou 2 DP comme aussi un cas modèle pour essayer de voir, quand on parlait tout à l'heure de l'ANR Bridge, peut-être qu'il y a aussi un ou 2 DP qui pourraient être voilà, un exemple pour essayer de voir comment on continue à bricoler, mais dans ce contexte-là, qui paraît assez approprié. On est très en retard, mais donc on va partir en atelier tout de suite. Donc il y a 3 ateliers qui sont prévus. On va réduire le temps de l'atelier à 1 heure, et j'espère qu'on aura le temps d'avancer pendant ces ateliers et de produire. Donc il y a juste un petit changement de salle, et moi j'ai fait une répartition des personnes dans les salles. Donc il y a un premier atelier qui va s'intéresser aux valeurs ajoutées, donc des valeurs ajoutées des interactions entre les unités de recherche et les DP. Donc là c'est plutôt un atelier vraiment interne CIRAD, donc lien entre unités de recherche et DP. C'est Sandrine Dury et Sylvie Mouras qui vont animer cet atelier. Et donc j'ai mis la composition et cet atelier sera en salle bambou. Donc là, j'ai juste une petite inversion. Donc pour cet atelier entre interaction, unité de recherche DP, salle bambou, et donc Sylvie Mouras et Sandrine Dury qui animent. Et j'ai mis 3, il y a aussi en sortant de l'amphi, il y a 3 petites feuilles, alors elles ne sont pas très grandes, excusez-moi. J'ai affiché les compositions de ces groupes. Donc dans ce premier groupe, Léla Bani, Thierry Baldé, Jean-Luc Battini, Jean-Baptiste Cheneval, s'ils sont là, Christian Corniot, Pascal Dantu, Denis Depommier, Flavie Goutard, Pierre Grard, Damien Jourdain, Guillaume Lescuyer, Sylvie Lovicki, Thibaut Martin, Bertrand Muller, Krishna Nodin, Jérôme Kest, François Roger, Jean-Michel Sourisseau et Mavive. Donc j'ai été rapide, mais les listes sont marquées ici. Le deuxième atelier, modalité de travail innovante des collectifs en réponse à la crise. Donc, comment les collectifs ont réussi à s'adapter à la crise et quelles innovations ils ont mis en place. Ça, c'est en salle Badiane, donc la grande salle qui est en face de la salle Bambou. C'est animé par Céline Cardy, Estelle Jaligot et Lucie Lemanien qui sont déjà dans la salle. Et la répartition du groupe, Frédéric Bonfils, Pascal Bonnet, Jean-Marc Bouvet, Serge Braconnier, Julien Capel, Marion Chêne, Christian Silas, Sophie Fortuneau, Denis Gauthier, Éric Geoffreau, Luc Delapère, Serge Marlet, Pierre Martin, Marie Zapper, Jean-Marc Roda, Ninon Sirdé, Gilles Trouche, Philippe Vast, Kirsten Van Broek. Et le dernier groupe reste dans l'amphi. Le dernier groupe, c'est la mise en œuvre de la recherche participative dans les DP, globalement. Donc c'est animé par Alain Billan et Magali Janoyer. Cet atelier concerne notamment tous nos coordonnateurs partenaires qui ont fait le voyage et qui sont ici, qui vont rester dans l'amphi. Et d'autres collègues, Julien Burt, Hélène Delatte, Frédéric Diez s'il est là, Frédéric Goulet, Vladimir Grosbois, Étienne Loire, voilà, et nos collègues qui ont fait le déplacement. Donc merci beaucoup de bouger dans les salles qui vous concernent. J'ai remis les listings ici et derrière, et je laisse la place aux animateurs. Oui, il est là. Pardon, il est dans la salle déjà. Il est dans la salle. Et tu vas en salle. Non, j'ai inversé. Bambou. Ouais, ouais, t'as raison. Hein. Attends, je vais le faire tout de suite. Ah non, parce que. Non, c'est pas strict. Donc si tu as un atelier que tu préfères, vas-y.
sur le...